Bienvenue dans votre émission Faut causer. Ce soir, nous allons parler de ce que la Martinique a de le plus savoureux à offrir, son patrimoine culinaire. Si vous avez déjà senti le fumet d'un colombo mijoté, ou si encore vous avez goûté, n'est-ce pas, un sorbet coco râpé fait maison, ou si encore vous avez entendu on va dire le croustillant de tout ce qui se fait, qui se mijote chez les grands-mamans, chez les papis, eh bien, vous le savez comme moi-même, notre histoire, notre culture, notre patrimoine culinaire raconte une histoire. Alors, une histoire de transmission, mais aussi une histoire d'innovation. Et on en parle dans un instant. Nous allons explorer cette question, à savoir, est-ce que notre savoir-faire culinaire peut être exporté à l'international? Est-ce que le monde entier est prêt à savourer nos traditions, la Martinique, dans son entièreté? Nos 4 invités ce soir vont répondre à cette question. Merci, messieurs. Alors, un plateau masculin et un plateau de chef, avec évidemment le regard de Monsieur Létang ce soir. Alors je me tournerai vers chacun d'entre vous. Merci d'être là, messieurs. Je vais vous présenter individuellement. Je commencerai par vous, Monsieur Vladimir Maïkouva. Vous êtes chef cuisinier, formateur, c'est ça, et également consultant. Vous êtes également le chef exécutif du Ginger. Oui, merci d'être là. Pourquoi c'est important pour vous de participer à ce débat sur l'exportation de notre patrimoine culinaire? C'est important parce que on a une culture et un terroir et une histoire qui est présente. Et nous, en tant que Martiniquais, on a cette culture du goût, mais peut-être que le monde ne le sait pas. Et on se doit en tout cas de valoriser, de porter notre terroir. Donc j'ai à cœur vraiment de pouvoir débattre sur ce sujet. Eh bien, écoutez, super, on fera ça ensemble dans un instant. Je me tourne vers vous, Monsieur Yadji Zami. Vous êtes donc, vous, le fondateur du Galenga Fish Bar, très connu. Vous en êtes le chef cuisinier. Et vous nous raconterez ça dans le détail dans un instant, vous avez travaillé à exporter notre patrimoine culinaire à l'extérieur de nos frontières. Oui, absolument. Et c'est aussi là qu'on a pu voir l'attractivité que peut avoir la Martinique à l'extérieur. Donc, on a vraiment cette chance de permettre aux yeux de certaines personnes à l'extérieur de briller à travers ce qu'ils vont pouvoir goûter de notre terroir. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Super, merci à vous, monsieur. Je me tourne vers vous, monsieur André Jude Cadas. Bonsoir. Vous m'avez partagé des documents. Vraiment un plaisir de lire tout ce que vous avez pu faire avec les 2 chefs présents ici. Vous êtes, en quelques mots, j'essaierai d'être concise. Vous êtes un entrepreneur martiniquais engagé dans la valorisation du patrimoine culinaire dont on parlait à l'instant et agricole, évidemment, de notre île. Vous êtes également à l'origine du projet Petit Cocotier. Vous nous en parlerez dans un instant, une agroferme tropicale qui me semble, ma foi, assez innovante. Vous nous direz en quoi. Elle a été d'ailleurs désignée comme ferme pilote du programme Circular Culinary, c'est ça? Revolution du chef triplement étoilé, ça j'ai trouvé ça formidable, Monsieur Moreau, j'espère ne pas me tromper, Cola Greco. C'est ça, prévu d'ailleurs un projet pour 2028. Bon, vous êtes, grâce à vos initiatives, à tous les 3 messieurs, la Martinique a su attirer l'attention de personnalités internationales. Alors, il y a un point important que j'aimerais préciser vous concernant. Vous vous êtes illustré dans une émission de 50 minutes Inside où vous avez été invité avec Monsieur Joe Star, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous y faisiez quoi? C'était une émission pour valoriser la Martinique sous tous ses aspects. Bon, c'était quand même, il faut l'avouer, une émission très people. Et heureusement, dans cette émission, ils ont pu voir une Martinique de terroir, une Martinique de paysage, d'agroécologie. Et ça permet de resituer les choses. On est vraiment un paradis sur Terre, une île tropicale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est pour sa faune, sa flore, mais aussi pour ses humains. Mmh. Alors, dans votre biographie, j'ai aussi vu que votre travail a permis de mettre en lumière la richesse de la biodiversité martiniquaise. D'ailleurs, vous avez été mise en lumière par Madame Audrey Azoulay, qui est la directrice de l'UNESCO. Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. C'est un long travail et ce n'est pas vraiment ma personne seulement, puisque c'est un travail d'équipe. Mmh. C'est vraiment quelque chose qu'on cultive ensemble. Et pendant 10 ans, il y a des personnes que je salue, dont quelqu'un de très connu, Jocelyne Béroir. On a œuvré pendant 10 ans, recevoir les scientifiques du monde entier sur nos journées de travail, faire des zooms avec l'UNESCO. Et Cola Greco, que vous avez cité, c'est un grand lobbyiste finalement qui a soutenu ce projet d'UNESCO pour la Martinique.
d'abord un classement de réserve de biosphère en 2021, Mhm. et puis s'en est suivi. Félicitations. Oui, félicitations pour notre terroir, hein. Comme je dis, c'est un travail en commun. Et vous savez le mettre en évidence et en avant, donc, et le mettre en lumière. Donc ça, c'est formidable. On reviendra dans un instant sur Petit Cocotier. Oui. Dans un instant, je me tourne vers notre quatrième invité. Bonsoir, Monsieur Létang. Donc Thierry Létang, vous êtes anthropologue. Vous êtes anthropologue et vous êtes donc un Martiniquais reconnu, hein, spécialiste des cultures afro-caribéennes et amérindiennes. Vous êtes également l'ancien directeur scientifique et culturel du Memorial Act en Guadeloupe. Vous avez également été enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, bien sûr, et membre actif du GREC pour le créole. C'est ça. Vos recherches donc, portent sur les croyances populaires, les pratiques rituelles. On aura besoin de vous dans quelques semaines pour une autre émission sur ces pratiques rituelles et les expressions culturelles de la Caraïbe. Donc, vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Les Antilles en colère, coécrit avec Louis-Félix Osier-Lafontaine et André Lucrèce. Je crois avoir dit un peu tout. Cet ouvrage, en quelques mots, vous avez analysé les mouvements sociaux de 2009 dans cet ouvrage. C'est cela. Voilà. Et vous avez aussi, vous, mis en lumière les dynamiques identitaires, tout ce qui est post-colonial. On aura besoin de vos lumières également bientôt. Alors, concernant cette thématique, monsieur, que pensez-vous de nos jeunes chefs et de monsieur Cadas ici, ce que vous avez entendu concernant la mise en lumière de notre Martinique? Qu'en pensez-vous? Bien, d'abord. Ils sont jeunes, frais et dynamiques. Et donc voilà, tous nos espoirs portent sur eux pour valoriser, bien sûr, à travers le palais, le pays Martinique. Et voilà. Alors avant de me tourner vers eux, qu'est-ce qui, selon vous, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce qui fait la richesse de notre terroir culinaire ici en Martinique? Notre terroir culinaire, comme tout ce que nous avons, c'est le fait que nous soyons issus d'un carrefour du monde, où toutes les cultures du monde sont passées par là, au cours des 5 derniers siècles, et que chacun a laissé une partie d'elle-même. Et donc, c'est fondamentalement là où est notre richesse, c'est que nous disposons d'un clavier, hein, ça s'emploie en cuisine, je sais, également en musique, où nous pouvons jouer tout type de partition, et encore mieux, la nôtre. Super, merci beaucoup. On se tourne vers vous, Monsieur Cadas. Alors, comment est née cette idée de Petit Cocotier? Quelle en est la dynamique et le projet principal? C'est une idée qui pousse, ça part de la fraternité avant tout, hein. C'est-à-dire qu'avant de revenir à mes racines, j'ai pris mes ailes. On est né sous les flancs de la montagne Pelée avec mon frère, ma sœur. Et mon frère, il s'est directement dirigé, hein, c'est un héritage de 4 générations depuis mon arrière-grand-père, s'est dirigé directement vers la terre, l'agriculture, et moi plutôt vers le commerce et la logistique. Et à un moment, j'ai senti le besoin d'arrêter tout ce que je faisais, mon CDI, tout ce que j'ai pu voir dans le monde, hein, c'était très important, cette richesse, comme on le dit, et de revenir auprès de mon frère, parce qu'il se lançait en tant que jeune agriculteur. Dans un domaine pas facile, l'agroécologie, la polyculture, l'héritage familial, le jardin créole. Et on sait que c'est pas forcément, c'est même pas ce qui est subventionné et aidé en Martinique. Et puis cette aventure a commencé avec le circuit court et on s'est enrichi de rencontres, voilà, notamment avec les chefs. Et la philosophie, la théorie et ce qu'on faisait a commencé à prendre du sens, de la logique et surtout du lien. Et c'est ça qui est important. On n'est pas ensemble, on a fondé des concepts de la fourche à la fourchette. On a compris que finalement, c'est toute une chaîne de valeurs qu'il faut valoriser. On n'est pas justement resté dans notre coin paysan, sur notre terre coupée du monde, et on ne comprend pas ce qui se passe. On s'est inscrit dans cette dynamique, et c'est en ça qu'on a apporté ensemble, je dis bien, une innovation avec toutes les personnes sur ce plateau et toutes les personnes avec qui on a pu composer. Et c'est juste le début d'une belle histoire qu'on est en train d'écrire chaque jour, quoi. Super. Et dans votre parcours de cette histoire que vous écrivez, j'ai cru voir le nom de Kamala Harris apparaître en lien avec vous. Est-ce que vous pourriez annoncer aux Martiniquais qui ne le sauraient peut-être pas déjà, comment avez-vous pu rencontrer cette dame? On parle bien, chers Zitata, vous la connaissez, l'ancienne vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Quel est votre lien avec elle? Alors, le lien est très profond et on peut le partager. Et tout part à nouveau de la nourriture, finalement, du culinaire.
Mhm. qui est très proche finalement de la culture. Agriculture, culture, culinaire, ce Oui. sont des mots Proche. voilà, très proches. Mhm. Et c'est quand même incroyable qu'à travers des chefs et des rencontres, que je finisse par écrire à quatre mains finalement, parce que je ne sais pas cuisiner à quatre mains, mais j'en ai réussi à écrire, avec Kamala Harris et son staff, ce livre qui est Vous avez sorti. coécrit le livre avec Coécrit, elle. exactement. D'accord. Et ça à travers finalement une poésie, une histoire qui rappelle ce carrefour, finalement, dans lequel nous sommes. Et mutuellement, on a pu échanger, comprendre des choses qui sont très fortes. Hein. On parlait au plateau de nos racines diverses, notamment indiennes. Mhm. Et ce que je peux dire à la Martinique, c'est quand même incroyable que elle qui a un père jamaïcain et une mère indienne, d'Inde, ben, finalement, on retrouve un village de Pondichéry, de Madras, où on a des grands-mères en commun. Je parle pour la Martinique, pas à titre personnel. Et qui se retrouvent finalement dans l'expression de nos plats, dans le culinaire, dans nos produits, nos épices, notre vanille. Et toutes ces rencontres, c'est à partir d'un anniversaire, à partir de chefs qu'on a rencontrés, Yadji peut le dire, hein, notamment Dievel Malonga, qui nous a donné un sacré coup de main sur cette aventure, quoi. D'accord. Ben, écoutez, sans transition aucune, on va vous laisser la parole justement de la fourche à la fourchette. Alors, quel est ce concept? Ben, c'est un concept, on se connaît depuis pas mal d'années, mais cette discussion, c'est marrant parce que pendant qu'il parlait, j'avais des espèces de flashbacks sur il y a une dizaine d'années, moi je commence la restauration, parce que j'ai pas toujours fait ça, et je commence la restauration, et je lui parle de ce concept, lui aussi il était en pleine création, et là j'ai l'impression qu'on fait un espèce de retour en arrière, mais 10 ans en fait, là on est 10 ans après, Ça va, 10 ans. et alors on ne fait pas le bilan, pas encore, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on se rend compte en fait que de ces premières discussions qui amenaient, en fait, qui étaient alimentées par un rêve, le rêve de contribuer en fait au développement de la Martinique à travers l'assiette, à travers le culinaire, la valorisation. C'était vraiment deux jeunes qui discutaient d'un espèce de doux rêve un peu voilà, enfin un peu ambitieux quoi. Oui. Et donc c'est vrai que 10 ans après, on se retrouve ici. C'est un honneur voilà d'être entouré parmi vous. Et c'est ce concept de fourche à la fourchette, il a l'air d'être simple, bateau, mais il est essentiel. Aujourd'hui, on a perdu ce côté essentiel. Et nous, notre objectif, notre démarche, c'est vraiment de retourner à l'essentiel, mais bien sûr, en accordant forcément, et en s'accordant en fait à ces nouveaux modes de consommation, à cette nouvelle façon également de voir la nourriture. Aujourd'hui, la nourriture, elle n'est pas que nutritive, hein. Elle est vraiment là aussi pour raconter une histoire, pour représenter également des peuples, des cultures, des flux migratoires, enfin voilà, donc c'est fort de toutes ces connaissances, de tout ça, et moi je m'enrichis tous les jours de tout ça, parce que on se sent, on est un jeune peuple, mais on a une histoire extrêmement riche à cette échelle-là, à l'échelle de l'humanité, on a une telle histoire qui fait que oui, on doit la raconter, et la fourche à la fourchette, c'est peut-être la façon la plus vraie, la plus voilà, sensorielle de représenter tout ça. C'est Donc ça. ça fait sens. Alors, c'est formidable parce que quand vous exprimez de la fourche à la fourchette, on sent la passion chez vous trois d'ailleurs. Et merci de nous transmettre ça. Et en parlant de transmission, vous parliez de culture, raconter une histoire. Comment vous transmettez votre savoir-faire maintenant à l'international? Vous mettez en valeur nos produits, votre savoir-faire à l'international. Vous le disiez juste avant que ne débute l'émission. Absolument. On a la chance d'être certes une petite île, mais une petite île aussi qui a besoin d'être vue à l'échelle internationale, puisqu'il y a le tourisme également, on se nourrit aussi de ça. Et donc à travers des événements comme Martinique Gourmande à Montréal, qui est vraiment un événement qui est ancré dans cette capitale, les gens, les Montréalais, les Québécois connaissent cet événement en Martinique, et il y a ce lien très fort. Qui est organisé par qui? Par le CMT, Comité Martiniquais du Tourisme, depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et donc, ça permet également donc, à des jeunes chefs comme moi de pouvoir s'exprimer là-bas et de confronter finalement notre vision, notre cuisine à des palais différents, à des horizons également d'ailleurs. Et donc, on a ce retour en fait directement. C'est concret, quoi. Bien sûr, ouais. On a ce même discours-là. Alors, bien sûr, on s'adapte à leurs produits de chez eux, mais avec toujours notre culture. Et là, on a leur retour et c'est toujours des yeux qui brillent, comme je disais tout à l'heure. C'est aussi des envies d'en savoir plus. C'est des envies de découvrir la Martinique. Donc, on se sent animé par ça et on se dit, bon ben, ok, donc c'est éphémère,
bon, maintenant qu'on a un petit pied là-bas, comment on fait pour avoir un petit pied ailleurs Bien sûr. et essayer de rayonner un peu plus, Mhm. parce qu'on sent qu'il y a de la place, quoi. C'est ça. Et si le monde entier était prêt à savourer la Martinique, monsieur François Maïkouva, ce serait comment, selon vous? Ce serait par sa gastronomie, par son histoire. Tout à l'heure, on l'a évoqué aussi. C'est vrai qu'on a des produits qui sont fantastiques. J'ai eu la chance de travailler dans des établissements, on va dire, haut de gamme, entre Mm. guillemets. Et D'accord. dans ces établissements-là, sur Paris, j'ai essentiellement travaillé sur Paris, on travaille de la vanille, on travaille du maracuja, de l'ananas, de la mangue, tous ces fruits, toutes ces épices qui ont cette connotation, on va dire, exotique, Mhm. mais qu'on retrouve chez nous presque toute l'année, en tout cas par saison chez nous. Donc, c'est-à-dire que nous, on a ce luxe chez nous. Donc, à nous de se l'approprier. Enfin, il est déjà présent dans notre culture et dans notre histoire, et aussi dans nos assiettes. Donc, déjà, on a déjà dans notre ADN déjà tous ces produits qui sont délicats à avoir dans d'autres territoires sur le globe. Donc, déjà, ça, c'est fantastique. Et ils sont ancrés dans notre palais et dans notre culture. Oui. Donc, c'est vrai qu'en tant que Martiniquais, on a cette culture du goût aussi, qui est très importante. Donc, voilà, ça passe par les épices, par l'assaisonnement, par la cuisson, par le mode de cuisson. Et je pense que toutes ces choses-là qui font partie vraiment, qui font partie vraiment qu'on retrouve dans toutes les familles, hein, que ce soit le poulet, par exemple, un truc très basique, c'est avec le poulet boucané, qui a quand même une certaine histoire, et aussi qui a cette identité propre, qui est propre à nous, qu'on peut exporter. Et quand j'ai des amis qui viennent d'ailleurs, ils veulent goûter du poulet boucané parce qu'ils retrouvent cette saveur-là qu'ils retrouvent nulle part ailleurs. Donc il y a toutes ces choses-là aussi. Donc à nous de le vendre, de le porter C'est ça. et de le Mhm. diffuser. Alors, la cuisine martiniquaise, vous me dites, messieurs, hein, si je me trompe, est souvent vue comme traditionnelle. Est-ce que vous réussissez à la moderniser, cette cuisine, quand vous la vendez à l'extérieur? Ben Ou oui, on la enfin, garde telle qu'elle? en fait, je pense après, chaque personne a son identité propre, on va dire, dans ses assiettes. De nos jours, on a de plus en plus de chefs, on va dire, qui ont une cuisine d'auteur. C'est-à-dire, avant, voilà, on respectait certaines recettes qu'on apprenait à l'école ou qu'on apprenait, et puis je vais dire, un bœuf bourguignon ou une blanquette de veau, etc. Mais aujourd'hui, on a des chefs d'auteur, justement, qui font une cuisine qui est propre à eux, à leur histoire, à leur parcours, qui leur rappelle un souvenir, un événement, mais tout en gardant cette identité. Donc c'est-à-dire qu'avec un souvenir, on peut créer un plat avec différentes sources, on va dire aussi d'inspiration. Mhm. Et je trouve que c'est de plus en plus intéressant, c'est-à-dire qu'on ne reste plus enfermé dans un style de cuisine à proprement dit. Donc je pense que l'essentiel déjà, c'est de connaître ses bases, d'avoir tous les dénominateurs communs et les saveurs qui représentent tel ou tel plat. Et puis après, une fois que tu as ces bases-là, tu peux te l'approprier et après le moderniser. Après le moderniser tout en gardant cet ADN et cette identité. Je Super. pense que oui, c'est fort possible et on le fait dans notre cuisine. Mhm. Monsieur Létang, dites-moi, est-ce qu'il est possible, Monsieur François Maïkouva parlait d'identité tout à l'heure, est-ce qu'il est possible d'exporter notre culture culinaire sans dénaturer l'essence de cette... Bien sûr, bien Oui. sûr. Mais le monde est à la recherche de l'authentique et du vrai. On ne va pas leur vendre du fake. Hein. On a une culture, bien sûr, à vendre et nous savons que ce que nous produisons, notre art culinaire est bon parce qu'il a fait ses preuves. Il s'est déjà cristallisé en différentes formes. Et même, ne serait-ce que si nous prenons cette base-là, elle est excellente. Donc, juger ce que nous pouvons y ajouter par modernité, voilà, cette part de contemporain. Mais déjà, la base est excellente, elle est consommable par tous les peuples du monde, que vous soyez chinois, américain, lapon ou finlandais. Et ça, on en est sûr. Mhm. Donc, c'est plutôt les moyens de pouvoir faire cette exportation et de pouvoir maintenir outre-mer des éléments qui vont reproduire à l'extérieur ce goût particulier. Il y a un goût créole, qui est qu'on peut rencontrer dans le monde aussi. Vous avez, nous ne sommes pas les seuls créoles dans le monde. Hein. Il y a d'autres peuples qui le sont. Même aux États-Unis, vous avez à la Nouvelle-Orléans, par exemple, hein, qui se vend comme créole. Ils vendent leur musique, ils vendent leurs plats, ils vendent l'ambiance créole. Et j'ai toujours été persuadé que là, précisément, il y avait un créneau pour nous autres qui sommes des vrais créoles. Eux, ils ne le sont plus depuis 150 ans. Et simplement de leur donner le là,
hein, parce que nous étions en contact à une époque et nous avons beaucoup échangé des choses même de la nouvelle orientation arrivée ici, et inversement. Mais ça s'est interrompu. Donc là, il y a quelque chose de traditionnel et d'après ce que j'ai constaté, il y a quelque chose à ajouter et qui leur ferait plaisir, ne serait-ce que, je dirais même commercialement. Oui, c'est une surface intéressante. Oui, si vous voulez. J'aimerais réagir parce que Bien là sûr. encore, il y a trop de timidité pour moi. Il y a trop de... Je connais bien ce sujet. La Louisiane, en termes de marketing, ils ont pris le créole, ils ont fait un produit bankable parce qu'ils savent que ça parle au monde, comme tu as dit. Ils savent très bien qu'il y a quelque chose. Mais en effet, ils n'ont pas ce qu'on a. 1,6% de l'humanité, la Caraïbe, est le carrefour du monde. Et moi, je veux qu'on se réapproprie ces mots. Le créole, ce carrefour du monde, 4 continents. Édouard Glissant l'a dit. 4 continents, c'est la seule fois de l'histoire de la géographie que 4 continents, au gré de l'histoire, se rencontrent. Bien sûr. Et qui composent ensemble. On donne l'exemple du Madras. Vous imaginez, notre histoire est très jeune. On est un peu très jeune. Le Madras arrive à la fin de l'histoire. Excuse-moi, c'est à la fin, vers 1853, avec l'arrivée des Indiens. On l'adopte tout de suite dans notre société. C'est la tenue traditionnelle. C'est incroyable, cette absorption. Et aujourd'hui, je reprends ce qu'Édouard Glissant ou d'autres ont dit, même Cali, hein, avec le 6e continent, nous sommes un exemple, une chance, un espoir pour l'humanité. C'est pas pour nier qu'on fait vibrer 90% de la planète. Parce qu'on parle à la planète puisque c'est le même cœur de la planète qui bat. Puisque ce cœur-là sera Kassav, le plus grand groupe francophone au monde. C'est pas pour nier. C'est parce que nous sommes l'écho de tous ces continents et nous sommes la destination finale. Et en fait, ça peut paraître chauvin quand je le dis, mais tu parlais tout à l'heure de ça. Le meilleur pour la fin. Oui, tous les autres continents se sont exprimés à travers leur cuisine, européenne, africaine et le reste. Et tout le meilleur pour la fin, c'est nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes finalement ces 4 continents qui se retrouvent dans un plat, mais pas seulement dans un plat. Moi, je parle vraiment du terreau au terroir. Tous les jours, en agroécologie, on utilise ces 4 continents. Quand je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous préférez, un super pouvoir ou 4 super pouvoirs? Ils me répondent quoi? 4 super pouvoirs, évidemment. Donc, il faut être conscient que du terreau jusqu'au terroir, on a cette force, on a quelque chose. Et c'est maintenant, comme on est un jeune peuple et on est en train de créer de l'innovation, c'est maintenant que ça se joue. Et sans vouloir être long, si vous regardez le parcours vous pourrez me le confirmer, le parcours de l'humanité, qui part, on va dire, autour de l'Afrique, autour du Moyen-Orient, et puis qui parcourt tout ce monde, finalement, et puis qui arrive aux États-Unis, enfin, dans toute l'Amérique, et qui finalement prennent ses bateaux et arrivent dans la Caraïbe. Tu vas nulle part après. C'est la destination de fin. Mais par contre, quand tu zoomes sur cette Caraïbe, si jamais tu la retires, eh bien, tu n'as pas, en termes de, je parle de nourriture et de fruits, de faune et de flore. Tu n'as pas l'ananas, tu n'as pas la patate douce, tu n'as pas le cacao, tu n'as pas la vanille, tu n'as pas les haricots verts. Et je peux continuer longtemps comme ça. Et vous voyez, Il n'y a pas le piment. il n'y a pas le boucan, il n'y a pas des techniques, il n'y a rien du tout. Par contre, une fois que tu arrives dans la Caraïbe et que les continents se rejoignent, tu as tout. C'est la fin du jeu. Tu as au complet, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Voilà, tu as toutes les étoiles. C'est super intéressant ce que tu dis là, et je pense qu'il y a un marqueur, enfin, c'est un marqueur qui m'intéresse beaucoup à travers ce que je vais exprimer dans ma cuisine, parce que j'ai une cuisine que je pourrais dire narrative, parce que j'aime bien raconter certaines histoires, certains points de notre culture, des points, des moments forts, des momentum forts qui racontent une part de notre histoire et qui expliquent en fait la raison pour laquelle on mange tel plat ou comment on le mange. Et c'est vrai qu'il y a ce momentum de Saint-Pierre, donc avant l'éruption de la montagne Pelée, où il y avait cette notion de carrefour, de hub, où tu avais ce brassage. Je pense que c'est la seule ville au monde à ce moment-là où il y avait autant d'allées. C'est une espèce de tout venant, en fait. Et donc, il y a des musiques qui ont été créées, notamment la Biguine. Il y a des plats qui ont été créés. Enfin, il y a des produits d'un peu partout qui sont arrivés. Et ça a donné en très très peu de temps, finalement, encore une fois à l'échelle de l'humanité, ça a donné cette culture. Et en fait, la puissance de cette culture, c'est qu'elle a été, alors non pas la culture, mais cette ville a été rasée, donc 30 000 personnes, complètement rasée, donc très peu d'archives, etc. Mais malgré ça, la Biguine est restée. Alors elle a muté parce qu'elle est devenue un petit peu moins festive, un petit peu plus
plus dans la mélancolie, mais qui a quand même muté. Et cette musique-là, ensuite, a inspiré d'autres musiques telles que le zouk et telles que la musique caribéenne telle qu'on la connaît. Donc, lorsqu'on voit aujourd'hui l'impact de cette culture musicale, et qu'on se dit qu'en termes de gastronomie, en fait, on n'a même pas encore commencé véritablement à développer ce potentiel-là, on se dit, mais en fait, tous les voyants sont verts aujourd'hui. Enfin, on sent qu'on est dans un momentum. Je pense qu'on est tous d'accord et des fois, on passe des nuits à discuter de ça. Césaire l'a dit, l'heure de nous-mêmes a sonné. Donc, je pense que c'est maintenant. Hein. Cher Zitata, quand je vous disais que notre cuisine racontait une histoire, vous avez l'histoire sous vos yeux. Messieurs, vous avez l'air d'être plus que des chefs, des passionnés vraiment de ce que vous transmettez. Au-delà de ça, quand vous cuisinez, messieurs et monsieur Cadas aussi, quand vous transmettez vos paniers vos plats à des non-antillais, comment vous arrivez à jongler entre la créativité et la tradition de cette fameuse cuisine familiale, finalement martiniquaise? Je pense que le tout, c'est de raconter l'histoire aussi. Parce que les gens sont à l'affût aussi de connaître l'origine des choses ou quoi que ce soit. Là, on était à Pâques il n'y a pas longtemps, tu sers un matoutou à quelqu'un, bon, ouais, il y a du crabe et tout, ouais, ok, c'est cool. Mais si tu lui expliques l'histoire, pourquoi on consomme du crabe spécifiquement à cette période-là, etc., c'est-à-dire que là, par le plat que tu lui proposes, tu lui racontes un petit bout d'histoire et de ton histoire. Et là, les gens repartent avec un autre sentiment d'avoir appris quelque chose et d'avoir goûté un bout d'histoire. Et ça, c'est intéressant. Et notre gastronomie est pleine d'histoires. Et tous les plats, tout a un sens, tout a une origine, tout a une histoire, et tout aussi fascinantes les unes que les autres. Donc je pense qu'il faut déjà connaître l'histoire pour pouvoir la raconter. Et je pense qu'il faut s'y intéresser. Et c'est vrai qu'on a aussi... on a aussi cette culture aussi où le savoir se transmet souvent par la parole ou quoi que ce soit. Donc moi, j'échange beaucoup avec les aînés, avec les anciens, tout ça, etc., parce qu'ils me racontent leur histoire. J'aime bien savoir aussi comment eux, ce qu'ils consommaient à l'époque et tout, etc., pour un peu m'imbiber un peu de cette histoire-là et de m'imprégner aussi. Et je pense que c'est important aussi de transmettre cette histoire et de raconter l'histoire dans nos plats. Et je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à la diffuser. Alors concrètement, vous n'êtes pas seulement en cuisine, messieurs. Vous êtes aussi, vous allez dans les salons, vous voyagez, vous nous le disiez il y a quelques minutes. Vous faites quoi? Vous participez à des colloques. Concrètement, il faut que la Martinique entende. Vous êtes jeune, vous avez des choses à dire, à partager et à exporter de chez nous. Alors, comment ça se passe une année chez vous? Voilà, parce que on le constate, hein, vous ne faites pas que rester en cuisine. Non, c'est vrai que pour parler de mon expérience, donc le Galanga Fish Bar, c'est un restaurant qui a maintenant 7 ans, qui a commencé vraiment très très petit, qui a commencé avec des valeurs fortes et qu'on a vraiment voulu développer, accentuer, quitte à être un peu jusque boutiste. Donc en fait, je fais par exemple que du poisson frais local. Ça m'est déjà arrivé de fermer le restaurant parce qu'il n'y avait pas de poisson, les pêcheurs n'avaient pas de poisson. Et à certains moments, ça arrive, heureusement pas souvent. Mais ce jusque-boutisme, je pense qu'il a aussi porté ses fruits, cette notion de fourche à la fourchette aussi. Parce que là, Monsieur Létang parlait tout à l'heure de quête d'authenticité, de maintenant l'expérience. Les gens, là je parle vraiment globalement, les gens cherchent de l'expérience, de l'authenticité. Donc le surfait, le bling-bling, finalement c'est un peu désuet. Et aujourd'hui, les gens sont en quête de palpable en fait. Donc c'est ce qu'on a aussi à leur proposer. Et donc l'orientation va vers là. Alors, on parlait de notre patrimoine culinaire riche en caractère. Hein. Vous parliez de ce qui est désuet aujourd'hui. Alors, riche en caractère. Monsieur Létang, selon vous, quels seraient les produits de chez nous qui seraient de vrais et des bons ambassadeurs de notre cuisine? D'abord, la base. Il faut bien penser que on parle d'histoire, on parle de sens de l'histoire, donc donner à manger du sens. Mais on peut même aller à la préhistoire, cette fois. Les gens, les Amérindiens qui étaient ici, étaient donc des Sud-Américains, qui étaient parmi les plus grands horticulteurs du monde. De piètres éleveurs, ils n'ont pas beaucoup d'animaux domestiqués, mais des plantes énormes qu'ils nous ont données et qu'ils ont données au monde. On pourrait, à plusieurs dizaines, et qui sont les plantes, comme le maïs, les plus utilisées dans le monde contemporain, en 2025. Je passe sur le piment, je passe sur le manioc, Il y a énormément de cuisines contemporaines du monde qui ont été influencées, modifiées, voire quelque part construites par ce qui est à nous, à la base. Et je parle seulement de la préhistoire, de ce qu'il y avait avant. Le don
donc que ces Américains, Amérindiens ont fait au monde. Dans de nombreuses parties du monde, on crevait de faim, jusqu'à avant la pomme de terre, avant les famines, etc. Donc, donc nous avons cette base-là qui représente un petit peu le socle, le grand bol dans lequel vous allez ajouter tous les ingrédients de toutes les autres cuisines du monde mais nous avons déjà fécondé le monde. C'est pas une affaire qui va se faire, ça a déjà été fait. Que serait l'histoire du piment a ravagé le monde. Et puis on mange son chocolat aujourd'hui, c'est impossible. Que serait et la vanille, tout ça que serait le monde sans le piment, la cuisine africaine sans piment, la cuisine chinoise sans piment, ou indonésienne. Bref, le coup a déjà été fait. Il faut simplement le réitérer, n'est-ce pas? De plus en plus haut, de plus en plus fort. Donc, il n'y a pas de faiblesse à avoir quant à se poser la question, mais d'où sortons-nous? De quel socle sortons-nous? Je disais, chauvin, non. Si tu n'es pas chauvin, ce n'est pas le chinois qui va être. Pourquoi? Tu as bien raison. Il y a ça dans la tête. Donc, nous avons ce socle-là. Il n'y a pas à trembler dessus. Il y a simplement à s'en servir comme trampoline pour mieux sauter vers l'avant. Wow. Super. Wow. Monsieur Cadas. C'est génial. Je suis content d'entendre ça, sans compter que cette base se retrouve, et c'est le lien qu'on fait de la fourche à la fourchette, se retrouve dans l'agriculture. Comme il a dit, et ça se retrouve dans le plat à la fin. C'est-à-dire cette base finalement Ishali, qu'ils appellent leur jardin, Ishali, rencontre les autres jardins du monde. Bien sûr. Et s'enrichit. Mais Ishali est déjà une base très puissante. Et millénaire. Et millénaire. Et millénaire, si tu veux. L'Ishali, c'est-à-dire ce qui caractérise l'archéologie, c'est que tu vas trouver des monticules. Ouais. 600-700 après Jésus-Christ, ça apparaît ici, et ça permet l'explosion des civilisations précolombiennes de type Taïno. Bon, les Sud-Américains, auparavant, on les prenait pour des crétins. Ils sont sous les bois, l'image du bon sauvage avec une plume mal placée qui tire de la flèche. D'accord? Maintenant, l'archéologie moderne s'aperçoit que ces gens avaient des villes, des autoroutes sous les arbres, et qu'ils avaient sécrété une formule pour planter, simplement, qui est indépendant de l'Ishali, du Montones, qui est le travail qui s'appelle la terre noire. 1000 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait déjà pas mal de temps. Les Brésiliens, à l'heure actuelle, je parle des paysans actuels brésiliens, vont dans ces anciens sites archéologiques, recueillent cette terre noire pour la vendre comme terreau. Incroyable. Donc, et elle est toujours viable 2000, 3000 ans après. Donc, nous avons tout ça derrière nous. Nous avons tout ça derrière nous. Et bien sûr, l'Ishali, le fameux jardin créole, les techniques de culture associées, tout ça, on le voit physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une histoire de philosophie ni de paroles inutiles. C'est notre réel. Exactement. Et pour renforcer son idée, en plus, on est sur une île bénie, c'est-à-dire une éruption volcanique récente qui nous donne un terroir très riche. C'est même pas nous qui le disons, c'est le monde maintenant aujourd'hui, puisque c'est l'UNESCO qui le confirme que notre faune et notre flore est exceptionnelle et que tout peut pousser en Martinique et qu'on a une biodiversité l'une des plus concentrées au monde. Voilà. Donc on a encore une fois une base plus qu'intéressante, une base prodigieuse, et que c'est le lien qu'on essaie de tisser, parce que c'est le lien qui est important. Il ne faut pas découper les éléments, justement. Il faut les raccorder, faire du lien et montrer que cette chaîne de valeur est très pertinente jusque dans l'assiette, à la fin, qu'on présente au monde, et le monde est à l'écoute parce que ça va lui parler, puisque ça vient de lui-même aussi, c'est cet héritage tout le monde là que tu parlais. Donc, alors, on part à la conquête du monde, messieurs, c'est formidable, mais est-ce que selon vous, le terroir martiniquais est assez structuré pour pouvoir répondre à la demande internationale? Alors, je peux répondre. Mais je vous en prie. Alors moi, je dis franchement non, évidemment, parce que ce n'était pas l'objectif. On parlait d'économie post-coloniale et le reste, c'était pas... on retire l'émotion, je dis bien le fonctionnement économique. Voilà, une colonie est là pour alimenter une métropole avec 1 ou 2 produits, quoi. C'est ça sa fonction et c'est tout. Donc, il faut qu'on change. Voilà. Il faut qu'on choisisse. Et de toute façon, on est une île. On n'est pas justement, comme en Amérique du Sud, dans les hectares à l'infini. Il faut forcément
obligatoirement choisir la qualité. On ne peut pas choisir la quantité. valeur ajoutée. Voilà, on ne peut pas choisir là. Mais par contre, cette qualité, nous l'avons, nous, chez les êtres humains qui nous composent, grâce à cette richesse culturelle, et avec notre terroir également. Et donc, si on en prend soin, agroécologie, donc les écosystèmes sont préservés, on peut faire des choses formidables. Donc, Alors, vous avez eu l'occasion, messieurs, de faire rayonner notre patrimoine culinaire à l'étranger, vous l'avez dit tout à l'heure. J'attends de vous que vous nous donniez un exemple concret d'un public non antillais que vous auriez eu et leur retour, puisque la question est partir à la conquête du monde avec notre patrimoine. Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai eu la chance et l'occasion de représenter la Martinique à des festivals comme Test of Paris, qui est un festival international de la gastronomie où on a des chefs du monde entier, de toute la France, qui viennent pour pouvoir vendre un petit peu leurs produits, leurs terroirs, etc. et puis parler de gastronomie. Donc c'est vrai que nous, cette petite destination, la Martinique, quand tu regardes sur le globe, on était là, on était présents et il y avait un certain engouement autour de nos produits et j'ai pris le parti de présenter vraiment des produits, des légumes, des produits qui ne sont pas connus. Par exemple, j'ai ramené du giromont, il y a des chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, qui me demandaient si c'était des pastèques. Alors que non, c'est une variété de courge qui a simplement originaire de chez nous et qui a une peau verte, tout simplement, du chardon béni. Il y a un chef thaïlandais qui était présent, qui est venu, qui m'a demandé, il m'a dit que je connais cette herbe et tout, etc. Elle me parle, mais on ne l'appelle pas comme ça chez nous. J'ai fait des recherches, je me suis dit, bon, peut-être que ça vient de Thaïlande, qu'on l'a importée ici, alors que c'est le contraire. Elle vient de chez nous. Elle est endémique de chez nous et en fait elle a été importée en Asie. Donc ça, et maintenant fait partie aussi de leur culture et de leur gastronomie, de leur alimentation. Donc c'est complètement fou. Donc je pense qu'on n'a pas à rougir vraiment de ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, il faut être conscient de nous, de notre richesse et de ce qu'on a. J'ai eu la chance aussi d'aller au Festival de la gastronomie de Saint-Martin, où il y avait des chefs qui venaient du monde entier et des visiteurs qui venaient du monde entier. Et c'est là que j'ai pris conscience que notre cuisine, on est bankable. C'est-à-dire que voilà, notre cuisine, c'est cette cuisine de goût. On a vraiment ça en nous. Et puis, il y a un engouement autour de cela. On nous pose beaucoup de questions. Mais comment vous faites ci? Comment vous faites ça? Des choses qui, pour nous, sont peut-être simples, mais pour d'autres qui ne le sont peut-être pas. Donc, je pense qu'on n'a pas à rougir. Et au contraire, il faut être conscient vraiment de notre richesse. Et il faut la diffuser. Et il faut être fier. Il faut être fier de ça. Monsieur Zami. C'est le même retour d'expérience, c'est vraiment ça qu'on ressent quand on va à l'étranger comme ça. Pour donner un exemple concret, voire même deux exemples, pour revenir sur Montréal, parce que je suis allé 3 fois les 3 années précédentes. Donc j'ai pu comprendre aussi, j'ai pu revenir, il y a des gens qui m'ont revu, moi aussi. Et j'ai pu finir l'année dernière en faisant alors là-bas, ils disent pas dîner, ils disent souper. Donc en fait, j'ai fait un souper prestige avec un dîner à 4 mains, avec une chef connue, bien connue là-bas, qui est chef du restaurant pédagogique de la plus grande école d'Amérique du Nord, école de cuisine, pardon. Et donc, ça a donné un souper avec 80 invités prestigieux. On avait président d'Air Canada, on avait ambassadeur de France au Canada, etc. Et en fait, l'idée, c'était d'amener cette thématique d'élégance créole. C'est une thématique qui me tient vraiment à cœur parce que souvent, on assimile cette créolité, le créole, à quelque chose d'un petit peu pas barbare, c'est pas le bon terme, mais quelque chose un peu roots, un peu, vous voyez. Alors que non, en fait, là, on a cette élégance-là qui est en nous. Et quand je regarde les images d'archives de l'époque de Saint-Pierre ou même de mes grands-parents, il y avait vraiment cette notion d'élégance, toujours être le côté prélait, ce côté préleur et c'est ce que j'ai voulu amener sur ce dîner avec cette chef et les retours à la fin, parce qu'on a quand même créé un lien entre la culture martiniquaise et la culture autochtone. Donc là, on remonte, en fait, c'est peut-être les ascendants des Amérindiens. Donc en fait, on a finalement trouvé des similitudes dans leur façon de se soigner et de se nourrir, avec également les nôtres. Et ça a donné un espèce de mélange, quelque chose de nouveau finalement. Et puis on va faire ce travail-là d'aller vers les autres, d'également représenter notre culture, donc sans nous édulcorer, hein, vraiment c'est en restant droit dans nos bottes et droit dans nos racines. Et là, à la fin, les gens avaient vécu une expérience. Et je pense que c'est ça aujourd'hui la notion, c'est ce sur quoi on doit se concentrer, c'est cette notion d'expérience. Comment on fait vivre en fait aux personnes qui s'intéressent, comment on crée une immersion dans notre histoire. Et un dernier exemple, là, en ce moment, il y a ce menu volcanique là, que j'ai mis à la carte au restaurant qui raconte également cette notion. Alors bien sûr, on est dans une période commémorative,
l'abolition de l'esclavage, l'éruption de la montagne pelée. Et c'est important également de représenter ce côté, donc ce volcan, effectivement dans son côté catastrophique, mais également dans son côté, dans cet aspect également de renouveau, de mots croisés, si on peut utiliser le mot créole, où on a ce renouveau qui crée en fait une richesse supplémentaire, une valeur. Et je pense que c'est sur ça, on est sur cette voie-là et il faut y aller à fond. Mhm. Si tu veux avoir une idée de la cuisine créole qui a de la classe, nous avions publié dans les cahiers du patrimoine, parce que je m'occupe des cahiers du patrimoine aussi, il y a une quinzaine d'années, il me semble que c'était consacré à la cuisine, hein, différents menus de la table du gouverneur de Martinique. Et dedans, il y a Kribiche, Accra, Manico, donc voilà. Toutes ces histoires de nous avons honte de notre cuisine, ça c'est de la foutaise. Hein, et qui est alliée avec l'assimilation du siècle qui va suivre. Mais en réalité, notre cuisine est très classe, est très diverse. Simplement, j'avais remarqué l'association des vins est différente. Là, c'est par exemple, ce qui m'avait étonné, c'est avec une soupe, il buvait du champagne. Okay. Associé à la soupe. Bref, il y a des idées à chercher, à à relever, puiser là-dedans et qui... Bien sûr. Oui, mais il y en a qui ont ouvert des traces, justement, hein, au Coutelain. On doit continuer ces traces, ce chemin-là. Après, nous, on n'a pas honte. Ce que C'est ça. Yadi disait, on n'a pas honte de notre cuisine, bien au contraire, on en est fiers. Mais c'est que souvent, notre cuisine est peut-être apparentée à une cuisine peut-être familiale, une cuisine de goût, Oui. mais peut-être pas une cuisine fine. Une cuisine fine, de finesse, si je puis dire, une cuisine gastronomique, entre Est-ce que guillemets. c'est pas les clichés, tu sais, folkloriques, Oui, mais bien Accra, sûr, petit c'est les punch, clichés, tout parce que ça, Tu sais, automatiquement- quelque part dans notre cuisine, il y a un art de faire avec parfois rien. Totalement. Le pâté en pot, qu'est-ce que c'est? C'est des abats, hein, quand tu regardes bien, qui étaient rejetés par le maître. Et donc, depuis l'époque esclavagiste, on en a fait un plat. Moi, je ne connais pas. Voilà, si un plat que je peux faire. En tout cas, comment le faisait ma mère, parce qu'il peut ne pas être bon. Hein, c'est ça. Pâté en Ma pot. soupe préférée. Et pas que le pâté en pot, quand tu regardes ne serait-ce que le boudin. Par exemple. Le boudin, c'est quoi? C'est du sang, du pain rassis, du sang. Et on a réussi, des boyaux. Et avec ça, on a réussi à faire un plat Voilà. Mais c'est emblématique. à l'image de notre Voilà, histoire. bien sûr. Ce sont des peuples, au pluriel, résistants et résilients, qui se rencontrent. C'est comme ça, en fait. Il y a l'exemple célèbre des voitures à Cuba. Mais en fait, on retrouve ça partout. Nous, on est des bouillards. En fait, c'est finalement ça. C'est à l'image, je crois, de notre culture. Ce culinaire est à l'image de notre culture et de notre histoire. En fait, il faut quand même être réaliste sur ce côté cliché de cette cuisine qui n'est pas très attrayante visuellement. C'est vrai d'une certaine façon. Enfin, on a ce souvenir-là du faitout de mamie, où tu sais même pas si c'est un dachine ou si c'est un fruit à pain. C'est la banane jaune, bon, elle s'est décomposée à côté de la morue. Donc bon, tu manges, c'est bon, mais et en fait, donc c'est en découvrant les propriétés de ces différents légumes, en les décomposant, en les isolant, mais par contre en gardant cette association, eh ben, en fait, on arrive à créer justement une forme de finesse dans cette cuisine. Et il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Ils ont ouvert, en fait, nos ascendants ont ouvert une voie. C'est la voie des goûts, la voie des saveurs, c'est l'association des épices, c'est la résilience, en fait. Comment faire avec rien du tout? Ben, pourquoi on met du bois d'Inde? Parce que le bois d'Inde, ben, il est antiseptique, donc il permet d'éviter que la viande ou le poisson ne périssent. Voilà, finalement, ça donne du goût aussi. Ah, c'est génial. Donc, comment en fait on utilise cette espèce de connaissance ancestrale? Comment on l'a fait avancer dans le temps? Parce qu'avant, ils avaient les abats, c'était les abats qu'on pouvait avoir à l'époque. Maintenant, on peut avoir des pièces nobles parce qu'on peut cultiver, on peut pêcher, on peut produire. Donc, on peut avoir les meilleures pièces de certains poissons, de viande. Eh ben, ok, très bien. Ben, en fait, on utilise les anciens assemblages et on fait en fait une cuisine qui n'est pas nouvelle. C'est une cuisine, moi j'adore ce mot froisé, je suis vraiment fan de ce mot-là, vraiment, je vais le dire encore 3-4 fois, parce que je pense ça représente aussi le terroir volcanique. C'est comment d'un patrimoine, d'un terroir fort, mais qui est changeant, comment on fait quelque chose de nouveau, mais qui reste extrêmement ancré dans l'existant. La question, elle est là, et en fait, je pense qu'on ouvre en fait des nouvelles perspectives
dans la gastronomie, dans l'histoire qu'on veut raconter. Mais Totalement. c'est Alors- ça notre bug. Oui, répondez, il faut qu'on passe à la tribune digitale dans une minute. Allez-y, allez-y. D'accord, ben, je vais essayer de faire court. Je pense que notre bug et notre frein, c'est un petit peu se situe là, ce que tu dis. C'est qu'on a toujours été, le créole lui-même, la langue, notre culture créole a été racine et des ailes. Si tu changes le fouille à pain, la présentation, etc., c'est parce que vous avez vu des choses ailleurs. Et vous êtes inspiré, mais c'est ça notre histoire en vérité. Et quand on a vraiment réconcilié cette question d'identité et assumé, parce qu'on est un peuple jeune, que notre identité, oui, elle est Carrefour, et c'est comme ça, eh bien, on va vraiment pouvoir avancer. Et je pense que la clé se situe à ce niveau-là. Tu parlais de honte, gêne et tout. Non, c'est pas ça. La clé, c'est, oui, notre identité, on l'assume. Nous sommes Kassav, c'est ça. Nous sommes d'ici et d'ailleurs, Racine et elle, et on Alors, pourra avancer. vous aurez l'occasion, Monsieur Cadès, de continuer à élaborer sur ce point, parce que justement, la question de la tribune digitale, c'est la question d'un téléspectateur que je prends pas vraiment au hasard, celle qui me semble la plus appropriée en tout cas. On vous la pose tout de suite, tribune digitale. Alors, je vous la pose tout de suite. McDo, KFC, ils nous envahissent. Comment, alors l'évolution, oui, alors désolé que je retrouve un petit peu la suite. La question était comment faire justement pour ne pas se laisser envahir par McDo, KFC et tout ça, par les jeunes et à notre tour exporter sur l'extérieur. C'était ça la question, grosso modo. Ok. Les jeunes qui perdent cette identité culinaire dont on parlait pour se tourner vers les frites et les burgers. Bon, on revient sur le même sujet, ça passe par la transmission, par l'éducation aussi. Donc on est dans un monde qui est de plus en plus accéléré, les gens veulent manger rapidement, ne prennent plus le temps aussi de faire à manger. Moi, je prends beaucoup de jeunes en apprentissage dans nos cuisines. Ils ne savent pas faire un blaf, ils ne savent pas reconnaître certaines épices ou certains aromates de chez nous. Donc je pense que ça passe aussi par l'éducation. Et puis McDo, on sort de l'aéroport, on tombe sur un fast-food. Le soir, nous, on termine très très tard dans nos cuisines. Le seul truc qui est ouvert, au drive, c'est un McDo. Donc, je pense qu'il faut repenser certaines choses parce que les choses, on a faim. Donc, je dis on de façon globale, hein, sans parler de moi, même si des fois, il m'arrive de fauter aussi. Mais je pense que ouais, ça passe par l'éducation aussi. Et puis, on a cette culture qui est ancrée en nous. Il faut continuer à la faire perdurer. Je pense que c'est important. Mais il y a 3 ans de ça, j'ai monté un concept qui s'appelle Galanga Street Food et qui était une façon aussi de répondre à toutes ces enseignes-là dont on parle. Donc en fait, qui répondent à un besoin, une nécessité, c'était de manger rapidement, quelque chose d'un peu réconfortant, quelque chose d'un peu qui se mange, qui se grignote sur le pouce. Et c'est vrai que la réflexion, le concept, il s'est basé sur ça. Comment en fait réussir à faire un concept comme ça, mais qu'avec des produits locaux et avec un ancrage vraiment local et culturel, pour créer en fait ce lien-là avec le public, le public visé était jeune, moins jeune, etc. Et en fait, on s'est retrouvé face à une problématique qui est la problématique donc, logistique, de l'approvisionnement, également la problématique des moyens financiers. Et tout ça, en fait, c'est une très bonne question du téléspectateur ou téléspectatrice, parce que ça ouvre en fait un débat où comment on arrive, quelle vision on a sur comment on se nourrit, et la jeunesse, comment on nourrit la jeunesse. Parce que la jeunesse, on va pas, si on ne propose pas une alternative à ces KFC, McDo, etc., ils vont continuer à y aller. Bien sûr. Et ils ont une force de frappe, Voilà. comme tu dis, financière. Donc, quels moyens on met, et je dis on avec un énorme ON, hein, quels moyens on met pour pouvoir non pas contrer ça, mais proposer une alternative où le jeune va se dire, moi, c'est, ma fille, je lui mets une frite de pommes de terre et à côté une frite de dachine, elle va manger la frite de dachine. Oui. Mais c'est une question. C'est une éducation. C'est une éducation. Ouais, C'est Donc, l'éducation, toujours. ouais. Alors, Et cette puis, il y a oui. eu ce passage. Traditionnellement, la cuisine ici, c'est un art de femme. Hein? Et là, on voit de beaux jeunes mâles s'en occuper. Depuis, il n'y a pas 20 ans, 30, 25 ans, où il y a ce succès de la cuisine auprès des hommes. Hein? Et là, j'en suis à constater, j'ai raté ce coup-là. J'aurais dû suivre ma mère de façon plus attentive, parce que les choses changent et que je n'ai plus. Je regrette ça.
de ne pas avoir appris auprès de maman les recettes traditionnelles qui étaient faites. Donc en même temps, nous subissons ce gap-là, ce changement de braquet, et qui est très intéressant. Qui est très intéressant. Alors, on parlait de transmission encore. La jeune génération, comment faire on parlait d'éducation tout à l'heure, transmission, éducation, patrimoine, comment faire? Le devoir de mémoire reste le même, surtout dans ce domaine culinaire. Comment faire pour leur transmettre? Vous faites visiter votre ferme, par exemple? Toujours, je reviens à la base. Sens, logique et lien. Tous les problèmes du monde peuvent se résoudre par le lien. Si on a perdu du lien, il y a des problèmes. On a bien vu avec le Covid et autres. Et il faut recréer du lien. Et le lien, ça part depuis toute la chaîne de valeur, comme je dis. Donc ce lien, c'est avec la terre, bien sûr. On fait visiter. Vladimir parlait de ce qu'il forme. On rééduque, on éduque. Mais il y a aussi ce devoir collectif, finalement, de se dire que voulons-nous pour notre société de demain, ou nos enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble seulement. On ne peut pas faire isolé dans son côté. Nous, on fait notre bout de chemin, on fait notre part du colibri, justement. En plus, c'est le symbole de notre île. Mais ça doit être collectif et pensé collectivement et ensemble. Et je pense que sinon, ça va réussir. Il nous reste très peu de temps, messieurs. Très beau débat. Merci à vous quatre. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous laisser la parole à tous les trois d'abord, et on va finir avec monsieur Thierry Létang. Qu'auriez-vous à dire à nos Martiniquais qui ne savaient pas votre investissement et qui aujourd'hui, pour ceux qui ne vous connaissaient pas en tout cas, qui vous ont découvert? Qu'est-ce que vous laisseriez comme dernier message? Moi, j'aurais aimé diffuser ce message de fierté. Alors là, je parlais en mon nom. Hein, je suis extrêmement fier d'être martiniquais, déjà, premièrement. Extrêmement fier de pouvoir représenter la Martinique dès que je le peux quand je suis à l'étranger. Et je pense qu'on peut vraiment développer, créer ce lien autour de la fierté. Et ce lien autour de la fierté, on l'a très souvent autour d'un bon plat. Et un bon plat, je pense que 100% des Martiniquais vont dire un bon plat, vont citer un plat créole, un plat local. Donc, continuons sur ce lien-là, sur cette fierté. Les choses vont avancer d'elles-mêmes. Merci, monsieur Zamir. Donc, je le rappelle, vous êtes responsable du Galanga Fish Bar. C'est ça. Très bien. Monsieur, allez-y, monsieur François Maïkova. Pour rejoindre Yadji, en fait, c'est vrai que voilà, c'est de cette fierté vraiment d'être fier en fait de notre terroir, de notre histoire, d'en être conscient aussi. C'est vrai qu'en tant les Martiniquais de façon globale, on aime ce qui vient de l'extérieur, mais il faut être conscient de ce qu'on a chez nous et d'en être fier aussi parce que le monde entier se bouscule pour venir ici chez nous. Donc soyez fiers, venez le découvrir et diffusez-le, parlez-en à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Et c'est important de faire vivre en fait notre culture, que ce soit par la parole ou par des événements, par des débats, par plein de choses. Mais il faut que ça vive et que ça continue. Super. Et nous viendrons au Ginger pour découvrir tout ça. Grand plaisir. Merci à vous. Monsieur Cadas, on vous laisse quelques secondes. Vous n'avez pas beaucoup de temps. J'essaie de faire court. L'humanité a parcouru tout son parcours et elle a fini dans la Caraïbe. Et le seul endroit pour faire décoller des fusées, c'est entre les deux tropiques pour atteindre les étoiles. Mais avant d'atteindre les étoiles, il faut être conscient que nous sommes des étoiles et pas seulement qu'on cuisine. Est-ce qu'on peut applaudir Très poétique. Monsieur Thierry Létang, allez-y. Non, simplement les encourager à la créole, foutez fait. Et si on va pas se tuer, râper et puis manger miga. Très bon appétit à vous tous, nos chers itatars. Vous avez de quoi déjeuner, dîner d'ailleurs à cette heure-ci. Très bon appétit. On se dit à jeudi prochain. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.